Il faut citer ici 2 ou 3 exemples de ce que certaines exécutions ont eu d'épouvantable et d'impie. Il faut donner mal aux nerfs aux femmes des procureurs du roi. Une femme, c'est quelquefois une conscience. Dans le Midi, vers la fin du mois de septembre dernier, nous n'avons pas bien présent à l'esprit le lieu, le jour, ni le nom du condamné, mais nous les retrouverons si l'on conteste le fait. Et nous croyons que c'est à Pamiers. Vers la fin de septembre, donc, on vient trouver un homme dans sa prison où il jouait tranquillement aux cartes. On lui signifie qu'il faut mourir dans 2 heures, ce qui le fait trembler de tous ses membres, car depuis 6 mois qu'on l'oubliait, il ne comptait plus sur la mort. On le rase, on le tond, on le garrotte, on le confesse, puis on le brouette entre 4 gendarmes, et à travers la foule, au lieu de l'exécution. Jusqu'ici, rien que de simple. C'est comme cela que cela se fait. Arrivé à l'échafaud, le bourreau le prend au prêtre, l'emporte, le ficelle sur la bascule, l'enfourne, je me sers ici du mot d'argot, puis il lâche le couperet. Le lourd triangle de fer se détache avec peine, tombe en cahotant dans ses rainures, et, voici l'horrible qui commence, entaille l'homme sans le tuer. L'homme pousse un cri affreux, le bourreau déconcerté relève le couperet et le laisse retomber. Le couperet mord le cou du patient une seconde fois, mais ne le tranche pas. Le patient hurle, la foule aussi. Le bourreau rehisse encore le couperet, espérant mieux du 3e coup. Point. Le 3e coup fait jaillir un 3e ruisseau de sang de la nuque du condamné, mais ne fait pas tomber la tête. Abrégeons. Le couteau remonta et retomba 5 fois. 5 fois il entama le condamné. 5 fois le condamné hurla sous le coup et secoua sa tête vivante en criant grâce. Le peuple indigné prit des pierres et se mit dans sa justice à lapider le misérable bourreau. Le bourreau s'enfuit sous la guillotine et s'y tapit derrière les chevaux des gendarmes. Mais vous n'êtes pas au bout. Le supplicié, se voyant seul sur l'échafaud, s'était redressé sur la planche, et là, debout, effroyable, ruisselant de sang, soutenant sa tête à demi coupée qui pendait sur son épaule, il demandait avec de faibles cris qu'on vînt le détacher. La foule, pleine de pitié, était sur le point de forcer les gendarmes et de venir à l'aide du malheureux qui avait subi 5 fois son arrêt de mort. C'est en ce moment-là qu'un valet du bourreau, jeune homme de 20 ans, monte sur l'échafaud, dit au patient de se tourner pour qu'il le délie, et, profitant de la posture du mourant qui se livrait à lui sans défiance, saute sur son dos et se met à lui couper péniblement ce qui lui restait de cou avec je ne sais quel couteau de boucher. Cela s'est fait. Cela s'est vu. Oui. Au terme de la loi, un juge a dû assister à cette exécution. D'un signe, il pouvait tout arrêter. Que faisait-il donc au fond de sa voiture, cet homme, pendant qu'on massacrait un homme? Que faisait ce punisseur d'assassins pendant qu'on assassinait en plein jour, sous ses yeux, sous le souffle de ses chevaux, sous la vitre de sa portière? Et le juge n'a pas été mis en jugement. Et le bourreau n'a pas été mis en jugement. Et aucun tribunal ne s'est enquis de cette monstrueuse extermination de toutes les lois sur la personne sacrée d'une créature de Dieu. Au XVIIe siècle, à l'époque de barbarie du code criminel, sous Richelieu, sous Christophe Fouquet, quand M. de Chalais fut mis à mort devant le bouffet de Nantes par un soldat maladroit qui, au lieu d'un coup d'épée, lui donna 34 coups d'une doloire de tonnelier, du moins cela parut-il irrégulier au Parlement de Paris. Il y eut enquête et procès. Et si Richelieu ne fut pas puni, si Christophe Fouquet ne fut pas puni, le soldat le fut. Injustice, sans doute,
mais au fond de laquelle il y avait de la justice. Ici, rien. La chose a eu lieu après juillet, dans un temps de douce mœurs et de progrès, 1 an après la célèbre lamentation de la Chambre sur la peine de mort. Eh bien, le fait a passé absolument inaperçu. Les journaux de Paris l'ont publié comme une anecdote. Personne n'a été inquiété. On a su seulement que la guillotine avait été disloquée exprès par quelqu'un qui voulait nuire à l'exécuteur des hautes œuvres. C'était un valet du bourreau, chassé par son maître qui, pour se venger, lui avait fait cette malice. Ce n'était qu'une espièglerie. Continuons. À Dijon, il y a 3 mois, on a mené au supplice une femme. Cette fois encore, le couteau du docteur Guillotin a mal fait son service. La tête n'a pas été tout à fait coupée. Alors les valets de l'exécuteur se sont attelés aux pieds de la femme, et à travers les hurlements de la malheureuse, et à force de tiraillements et de soubresauts, ils lui ont séparé la tête du corps par arrachement. À Paris, nous revenons au temps des exécutions secrètes. Comme on n'ose plus décapiter en grève depuis juillet, comme on a peur, comme on est lâche, voici ce qu'on fait. On a pris dernièrement à Bicêtre un homme, un condamné à mort, un nommé Desandrieux, je crois. On l'a mis dans une espèce de panier traîné sur 2 roues, clos de toutes parts, cadenassé, verrouillé. Puis, un gendarme en tête, un gendarme en queue, à petit bruit et sans foule, on a été déposer le paquet à la barrière déserte de Saint-Jacques. Arrivé là, il était 8 heures du matin, à peine jour, il y avait une guillotine toute fraîche, dressée, et pour public, quelques douzaines de petits garçons groupés sur les tas de pierres voisins, autour de la machine inattendue. Vite, on a tiré l'homme du panier, et, sans lui donner le temps de respirer, furtivement, sournoisement, honteusement, on lui a escamoté sa tête. Cela s'appelle un acte public et solennel de haute justice. Infâme dérision. Comment donc les gens du roi comprennent-ils le mot civilisation? Où en sommes-nous? La justice ravalée aux stratagèmes et aux supercheries. La loi aux expédients. Monstrueux. C'est donc une chose bien redoutable qu'un condamné à mort pour que la société le prenne en traître de cette façon. Soyons justes pourtant. L'exécution n'a pas été tout à fait secrète. Le matin, on a crié et vendu, comme de coutume, l'arrêt de mort dans les carrefours de Paris. Il paraît qu'il y a des gens qui vivent de cette vente. Vous entendez? Du crime d'un infortuné, de son châtiment, de ses tortures, de son agonie, on fait une denrée. Un papier qu'on vend 1 sou. Concevez-vous rien de plus hideux que ce sou, vert de grisé dans le sang? Qui est-ce donc qui le ramasse? Voilà assez de faits. En voilà trop. Est-ce que tout cela n'est pas horrible? Qu'avez-vous à alléguer pour la peine de mort?